Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Quad 9 sur la résine. Au programme aujourd'hui l'étape de Séoul en Corée du Sud qui accueillait encore une fois du bloc mais aussi de la vitesse et c'est par cette dernière qu'on va commencer. Et après une année 2022 fantastique en vitesse masculine, on pouvait s'attendre à une petite accalmie du côté des records mais que nenni. Attention, tenez-vous bien, dès les qualifications, l'Indonésien Leonardo Vedric devient le premier homme à descendre sous la barre des 5 secondes avec un temps de 4,98. Derrière lui, on notera deux choses, à savoir l'exceptionnelle performance de Samuel Watson, le prodige américain de 17 ans, qui réalise un temps de 5,02, mais aussi la sortie de route prématurée de Kiromal Katibin, le recordman du monde sortant. Enfin, Bassama Wem, notre français, se qualifie in extremis pour la finale avec un temps de 5,43. Malheureusement, notre français tombera directement en 8ème contre le nouveau recordman du monde qui passera tranquillement en quart avec un temps de 5,19. L'autre grosse confrontation de ces 8ème verra Jinbao Long sortir l'américain Samuel Watson bien loin de son temps de qualification avec un temps de 5,42 contre 5,29 pour le chinois. En quart de finale, nouveau séisme avec encore un record mondial de Leonardo Vedric, décidément surhumain pour une marque hors du commun. 4,90. La compétition se poursuit et en petite finale on retrouve le chinois Wang Xingchang qui l'emporte face à son compatriote Jianguo Long et un temps de 5,11, ou du moins on ne retrouve pas puisque si la semaine dernière j'étais à deux doigts de faire un compliment sur la réalisation TV, une page de pub nous empêchera de voir la petite finale en direct, c'est cadeau. En finale face à Jinbao Long, Leonardo Vedric ne tremble pas et assume son statut de favori en l'emportant avec un temps de 5,01, encore une marque hors du commun. L'Indonésien s'octroie même le luxe de réaliser l'un des meilleurs temps mondiaux avec une petite zipette sur l'avant-dernière prise, tout simplement géant. Alors une fois encore, la victoire n'échappe pas à l'Indonésie, mais derrière les Chinois pressent fort et complètent le podium pour un classement à dominante asiatique plus prononcé que jamais. Les temps observés semblent d'ailleurs être passés dans une autre sphère et il semble qu'il faudra désormais viser moins de 5,10 pour espérer quelque chose au plus haut niveau. Chez les femmes, même tonalité que chez les hommes, les qualifications furent supersoniques avec deux nouveaux records du monde coup sur coup pour l'inévitable polonaise Aleksandra Miroslav. D'abord avec un temps de 6,46 et si vous avez bien suivi les derniers Canyon News, vous me direz que j'avais pourtant annoncé un nouveau record du monde à 6,40 quelques jours plus tôt pour la Coupe d'Europe de Tarnów en Pologne. Mais pour je ne sais quelle raison, celui-ci ne semble pas avoir été homologué par l'IFSC. Bref, qu'importe puisque sur son deuxième run, Alexandra écrira une nouvelle fois l'histoire de sa discipline avec un temps de 6,37. Derrière elle, c'est du jamais vu avec pas moins de 7 compétitrices sous la barre des 7 secondes. On retrouve évidemment les sœurs Kaluka ou la chinoise Li Juandeng, tandis que Capucine Viglione sera notre seule représentante tricolore qualifiée à la 13e place. Malheureusement pour elle comme pour Bassa, elle ne pourra s'extirper des 8ème et tombera face à l'américaine Emma Hunt, une classe au-dessus de la française. Derrière, c'est avec une certaine classe qu'Eurosport décidera d'envoyer la pub qui lui restait juste avant la demi-finale d'Alexandra Miroslav, qui pendant que nous regardions une démonstration de Forge of Empire battra une nouvelle fois le record du monde avec un temps de 6,35. En petite finale, l'indonésienne Rita Madekusuma Dewi viendra à bout d'Alexandra Kaluka pour s'octroyer la médaille de bronze, tandis qu'Alexandra Miroslav atomisera encore son propre record du monde pour une marque de 6,25 en finale en battant la deuxième de sœur Kaluka, Natalia. Au classement final féminin, si les temps n'ont jamais été aussi rapides, c'est surtout un énorme écart qui se creuse entre Alexandra Miroslav, plus intouchable que jamais, et le reste de la concurrence. Maintenant, la 6ème seconde devient monnaie courante et l'année promet d'être encore plus folle que la précédente. Nous sommes maintenant le samedi, exit la vitesse et bonjour le bloc. Après Ashioji la semaine dernière, l'impatience était grande de revoir nos Français sur la piste, et notamment Mejdi Schalk, vainqueur de la dernière épreuve. Malheureusement, juste après les qualifications femmes, coup de tonnerre à Séoul, et quand je dis coup de tonnerre, ce n'est pas qu'une image puisque de fortes pluies font leur apparition. Devant cette véritable catastrophe naturelle complètement imprévisible, la Fédération internationale fait une annonce choc. Les finales de la compétition sont annulées, les qualifications hommes sont reportées au dimanche matin et les demi-finales qui se dérouleront le dimanche en début de soirée feront office de classement définitif. Un chamboulement pas anodin, d'abord d'un point de vue sportif évidemment, puisque ce seront donc 20 grimpeurs dans chaque catégorie qui s'affronteront pour décrocher la médaille d'or, un format inédit où chaque top, chaque zone et même chaque petit essai auront donc une importance capitale. Ensuite, ce changement d'organisation aura aussi un impact sur la diffusion. Alors après les petites bévues, si j'ose dire, d'Eurosport durant la vitesse et le manque de communication chronique depuis leur rachat des droits de l'escalade, personne
personne ne savait comment allait être diffusée la compétition. Au final, la diffusion aura bien lieu, mais avec des images parfois complètement brouillées par le mauvais réseau et les conditions météorologiques, surtout pendant la première moitié de l'épreuve. Bref, après ces petites précisions, place à la compétition. Chez les femmes, toutes les prétendantes sont là, mais pas forcément à la place où on les attendait. En tête du classement, c'est l'Israélienne Ayala Kerem qui confirme qu'il faudra compter sur elle cette année. Derrière, l'Allemande Lucia Dorfel crée la surprise en terminant première de son groupe de qualif. Avec elle, on retrouvera évidemment l'autre Allemande Anna Meul, mais aussi les Japonaises Ai Mori et Mio Nonaka, l'Américaine Natalia Grossman et Brooke Raboutou, qui après sa victoire de la semaine dernière a eu un peu plus de mal à rentrer dans la compétition. Côté française, Selma El Hadj Mimoun se qualifie de nouveau en demi et sera accompagnée cette fois-ci de Fanny Gibert et Oriane Berton à la limite de la qualification. La compétition commence et là encore, demi-finale et grand nombre de compétiteurs obligent les grimpeurs passer en simultané sur les blocs, ce qui évidemment change un peu la narration de la compétition puisque la première athlète à passer aura donc terminé les 4 blocs bien avant les autres. À ce sujet, je ne pourrais pas non plus vous montrer le tracé des blocs en amont puisque ceux-ci n'avaient pas été réalisés pour les blocs de demi-finale. Le premier top de cette finale agrandie sera donc signé Anon Matsufuji. La japonaise 3ème à HEJ le week-end passé sera la première à trouver la clé de ce bloc et en 2 essais s'il vous plaît. Un premier bloc encore une fois composé de ses prises au design bien spécifique qui avait fait tant polémique à HEJ. Juste derrière elle, c'est la première française Oriane Berton qui fait son apparition, un petit essai de rodage pour la jeune espoir tricolore et le suivant sera le bon pour rejoindre la japonaise en tête de file. Quelques instants plus tard, nos 2 autres françaises, Fanny Gibert et Selma El Hadj Mimoun, viendront elles aussi à bout du premier bloc, mais avec quelques essais de plus qu'Oriane. Nos françaises sont donc placées avec chacune un top, mais la suite de la finale s'annonce très compliquée et aucune d'elles n'enchaînera le 2e ou 3e bloc. La première candidate sérieuse à finir son parcours est donc la japonaise Anon Matsufuji avec un score à battre de 1 top et 3 zones. Le combat semble donc mal engagé pour nos françaises qui n'ont aucune zone à leur actif, mais c'est le moment que choisit Oriane Berton pour complètement chanter le bloc 4 en passant directement de la zone au top et prendre la première place du classement provisoire. Néanmoins, au même moment, après avoir déjà topé le premier bloc, l'américaine Brooke Raboutou top le 2e et si elle reste derrière Oriane au nombre d'essais, il ne lui manque plus qu'une zone pour passer devant, ça s'annonce compliqué. Mais une zone peut parfois s'avérer aussi dure qu'un top et à la surprise générale, Brooke se casse les dents sur le bloc numéro 3. Il ne lui reste alors plus que le bloc numéro 4 pour passer devant la française et pourtant là encore, l'américaine butera sèchement sur la zone. Le temps s'égrène et Brooke n'y arrive toujours pas, elle devra alors se contenter de la 2e place provisoire et espérer une contre-performance de ses homologues pour rester sur la boîte. Malheureusement pour nos 2 autres françaises, Fanny et Selma, elles ne viendront pas à bout du bloc 4 et termineront toutes les deux leur parcours avec un seul top et une zone, d'ores et déjà assurée de finir hors du podium. Derrière, c'est le moment que choisit une autre favorite pour faire son apparition. La japonaise Mio Nonaka lâchera 9 essais sur le premier bloc, mais réussira tout de même à en venir à bout, l'essentiel est fait, et juste derrière, si elle ne réussira que la zone sur le bloc numéro 2, elle renverse définitivement la compétition en étant la première compétitrice à enchaîner le bloc 3. Avec 2 tops et une zone, et même si elle butera sur le bloc numéro 4, la japonaise prend une sérieuse option sur la victoire finale, juste devant Oriane. On regarde alors la starting list pour savoir qui peut encore venir bouleverser le podium. Natalia Grossman peut-être? Eh bien n'y comptez pas, l'américaine termine sa rotation avec 0 top et une nouvelle contre-performance cette année. Ai Mori alors? Eh bien non plus, la japonaise termine même avec un impressionnant 0 pointé sans zone ni top. Anna Meul semble être le dernier gros nom sur l'ordre de passage, mais là non plus, l'espoir ne fera pas long feu. L'allemande rate complètement son premier run sans même accrocher la zone, bis repetita sur le second. Même son de cloche pour sa compatriote Lucia Dorfel malgré une zone de plus, et il ne reste plus que l'israélienne Ayala Kerem pour menacer Mio Nonaka, mais aussi la 2e place d'Oriane Berton. Un premier bloc raté, une zone sur le 2e, on se dirige vers une validation tranquille du classement quand soudain, Ayala sort le bloc numéro 3 en 6 essais, un total qui peut lui permettre de passer devant Mio Nonaka en cas de top sur le dernier bloc et par conséquent devant notre française. Mais encore une fois, le bloc s'avère impitoyable, Ayala bute d'entrée sur la première coordination, derrière l'israélienne ne change pas son fusil d'épaule, continue de garder la même stratégie sur le premier mouvement, mais cela ne suffira pas. C'est donc une première victoire pour la japonaise Mio Nonaka cette saison, suivie de près par Oriane Berton, qui à défaut d'avoir été dominante aura su tirer son épingle du jeu sur le dernier bloc. Derrière, malgré quelques regrets, Brooke Raboutou complète le podium et confirme son début de saison très prometteur. Au pied du podium, on retrouve donc la japonaise Anon Matsufuji, tandis qu'Ayala Kerem manque, elle, l'opportunité de devenir la première israélienne sur un podium en Coupe du Monde. Enfin, satisfaction pour nos françaises Fanny Gibert, 7ème, et surtout Selma El Hadj Mimoun, 9ème, qui pour sa première saison senior enchaîne les bonnes performances.
Et après Oriane Berton en dauphine chez les femmes, vous reprendrez bien un peu de tricolore j'espère. En qualification masculine, nos Français ont décidé de mettre la barre haut avec pas moins de 4 représentants dans le top 10. D'abord Mejdi Schalck confirme sa victoire de la semaine dernière et semble vouloir montrer qui est le patron avec une nouvelle première place en qualif. Derrière, Sam Avezou, Mathieu Ternant et Manu Cornu finissent chacun à la 3e ou 4e place de leur groupe. Le reste du plateau sera en grande partie composé de japonais avec Kokoro Fuji, Tomoa Narasaki ou Yoshiyuki Ogata et de sud-coréens avec Do Yoon Lee et Jung Won-chun. Enfin, 3 de nos amis belges clôturent le classement avec surtout un certain Hannes van Duysen que nous surveillerons de près, qualifié de justesse mais 2e du général la semaine dernière à HOJ. Et en parlant d'Hannes, celui-ci sera le premier athlète à se signaler sur le tracé numéro 1 du circuit, un bloc composé d'un départ dynamique en dalle avant de se redresser sur un macro bleu. Le Belge sera tout proche d'accrocher le top dès l'un de ses premiers essais, on le pense alors bien parti, mais un peu de précipitation sur les essais suivants l'empêchera de faire mieux qu'une zone. Le Belge passera d'ailleurs tout proche de réussir également le bloc numéro 3, à l'instar de son compatriote Nicolas Collin, et ce alors que la finale homme met du temps à réellement démarrer et que l'on attend encore le premier top. Le premier top, il arrivera d'ailleurs de la main de l'allemand Yannick Floé qui enchaînera justement ce bloc 3 pour prendre la tête du classement. Il sera imité quelques instants plus tard par la surprise japonaise Yuji Inoue et surtout l'autrichien Nikolai Uznik qui s'empare de la première place provisoire et semble faire de ce bloc un prérequis pour prétendre à la victoire finale. C'est à ce moment que la compétition s'emballe, d'abord notre premier tricolore entre en lice, Manu Cornu, le français habitué des Coupes du Monde, avait démarré la première étape blessé à HOJ et n'avait pu faire mieux qu'une sortie prématurée en qualif. Eh bien il profitera de ce premier bloc pour remettre tout le monde d'accord en réussissant le tracé dès son 4e essai. Dans la foulée, le sud-coréen Jung Won-chun sortira le bloc numéro 2 et à domicile prend une belle option dans cette demi. De retour sur la résine, Manu ne réussira pas à enchaîner le bloc numéro 2, tandis que Jung Won-chun enchaînera le 3e tracé, devenant le premier homme avec 2 tops au compteur et une solide première place provisoire. Il faudra donc que Manu réussisse à tout prix le 3e tracé pour rester dans la course, alors que le 4e bloc semble lui imprenable. Le français avance vite sur le bloc, tombe une première fois sur le top, il se relance, retente le mouvement à 30 secondes de la fin, il semble alors à un cheveu de le tenir mais lâche au tout dernier moment. Derrière, le 4e bloc confirmera sa réputation et ne laissera à Manu que des miettes qui prendra la 2e place provisoire mais avec encore beaucoup de concurrents solides à passer. Après ce mini-duel dans la compétition, les regards se tournent tout de suite vers un autre homme, le japonais Tomoa Narasaki. Quelques instants plus tôt, Tomoa a déjà enchaîné le premier bloc et peut déjà frapper un grand coup en cas de succès sur le 2e. Malheureusement, le japonais bute sèchement sur la zone et Jung Won-chun peut souffler quelques instants. Mais pendant ce temps, un autre compétiteur fait son entrée, le dernier français que tout le monde attend, Mejdi Schalck. Et dès le premier bloc, Mejdi impressionne, un essai, et le français se stabilise directement sur ce départ qui sera venu à bout de presque tous les autres finalistes. Un calme et un sang-froid complètement dingue, et quelques mouvements plus tard, Mejdi ramène sa 2e main sur la prise de top, le français est lancé. En alternance avec le français, Tomoa Narasaki mettra 3 essais pour enchaîner le 3e bloc et prendre la première place du général devant Jung Won-chun avec déjà une zone de plus avant le dernier bloc. L'adversaire du soir pour Mejdi, ce sera lui. 2e bloc pour Mejdi, 1 minute d'observation et un ballon complètement maîtrisé fait preuve de la volonté du français d'aller au bout. Malheureusement, le français chutera juste derrière et malgré un essai tout proche de sortir le bloc, il ne pourra faire mieux que la zone, déboutant au passage son compatriote Manu Cornu du podium. Dans le même temps, Tomoa Narasaki ne trouve pas non plus la solution sur le 4e bloc, Mejdi aura donc encore 2 cartouches pour arriver à ses fins. Sur le 3e bloc, le français doit tout donner, il le sait, il enchaîne la première coordination avec une facilité incroyable, quelques mouvements d'exploration avant de lancer le dernier jeté, la foule retient son souffle, le français déclenche et comme une évidence tient le ballon pour entériner sa 2e victoire consécutive de la saison. On aurait alors voulu terminer cette finale en apothéose, mais comme à HOJ la semaine dernière, le 4e bloc gardera tout son mystère, alors que le français sera tout de même tout proche de se stabiliser sur la coordination de départ. Mais ici aussi, peu importe, la gagne est là pour Mejdi, et peut-être plus impressionnant encore, c'est la sérénité dégagée par le français, lui qui semble avoir pris une maturité folle au cours du changement de saison. C'est donc une nouvelle première place pour Mejdi qui s'installe comme l'homme à abattre de cette saison, et ce malgré une organisation complètement différente. Au niveau du podium, Tomoa Narasaki retrouve ses standards habituels avec une magnifique 2e place, tandis que Jung Won-chun confirme qu'il sera de la partie cette année avec une belle médaille de bronze. A noter la 4e place de l'autre coréen Do Yoon Lee qui topera le 3e bloc en un essai, repoussant Manu Cornu à la 5e place, tandis que Sam Avezou, autre tricolore en lice, intégrera le top 10 avec lui aussi un top sur le 3e bloc. Ainsi s'achève cette étape de Coupe du Monde chaotique et pourtant tellement belle, 6 records du monde de vitesse et une finale de bloc complètement bouleversée, c'était
C'était l'étape de Séoul, et maintenant on vous dit rendez-vous à Jakarta pour la suite de la vitesse, et ce, dès la semaine prochaine.